de ces précisions. Je peux me poser une question, poser à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait des cotisations sociales et de la sécurité sociale? C'était un mode de fonctionnement qui était une invention que tout le monde nous envie. Alors pourquoi ne pas exiger que de nouveau nous puissions avoir une sécurité sociale à 100% sans aller chercher éventuellement de l'argent ailleurs? Je ne sais pas, est-ce que c'est possible, monsieur l'économiste? Je ne suis pas économiste. Mais puisque ça a été possible à un moment donné de donner aux gens selon leurs besoins et de payer selon ses moyens, je pense que c'est tellement simple que ça devrait être mis au goût du jour. Bonjour. Alors, je vais tenter de répondre un tout petit peu à mon niveau à la question sur la sécurité sociale. Et ben, je vais vous apporter un petit peu une contradiction, c'est comme ça que le débat s'est bon, je suis modeste historien, hein, j'ai rien, pas de qualité spéciale. Simplement, en ce qui concerne la sécurité sociale, vous disiez, madame, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que la sécurité sociale ait plus de moyens et oriente un petit peu son action? Oui, alors cet objectif est tout à fait louable. Seulement, nous vivons dans le monde qui est et pas forcément tel que l'on voudrait qu'il soit, enfin, tout au moins à court terme. Ce qui veut dire par là qu'on est dans un monde actuellement où les objectifs, on va dire, politiques et le monde dans lequel on est visent, je vous le dis franchement, à détruire la sécurité sociale. Je pense que tout le monde l'a compris. Bruxelles l'exige. Bruxelles exige la suppression des services publics. Et je peux vous dire que je connais quelqu'un qui est très bien placé à la sécurité sociale. Tout est fait pour la détruire. Alors comment on fait pour détruire la sécurité sociale? C'est très facile. On fait ce que Macron a dit en réponse aux Gilets jaunes, à savoir, ne vous inquiétez pas, je vous propose des heures supplémentaires exonérées de cotisations sociales. Et là, le Français moyen, il applaudit. Il applaudit la bêtise même. Parce que Macron, il fait une pierre deux coups. La première, c'est qu'il donne quelques miettes au peuple. Donc le peuple est content. Le seul problème, c'est que lorsqu'on exonère de taxes sociales, on assèche les ressources de la sécurité sociale. Donc là, c'est l'effet qui se coule, double effet. Voilà pourquoi ces miettes, en fin de compte, c'est de l'arrogance et ça n'apporte absolument rien. Donc ça, c'était le premier élément. Je voudrais répondre également concernant la Banque centrale. La Banque centrale européenne. Alors, on pourrait espérer que la Banque centrale européenne ait ses objectifs, donc d'apporter de l'argent, on va dire, à la santé publique. Seulement, ce n'est absolument pas l'objectif de la Banque centrale. Elle n'a pas été créée pour ça, et Bruxelles lui a donné une mission totalement autre. La mission de la Banque centrale, c'est de financer les banques privées, premièrement, et de lutter contre l'inflation. Point final. Alors, on peut réfléchir sur le fait de créer une structure qui aurait cet objectif. Il faut savoir que tout cela serait en contradiction avec les objectifs de l'Union européenne. Il y a d'autres éléments qui ont été dits, mais bon, j'ai la mémoire un petit peu courte, donc je ne me rappelle plus trop ce que vous aviez évoqué comme aspect. Je laisse la parole, peut-être que je la reprendrai ultérieurement. La sociale, ça existe. Le très beau film de Gilles Perret, La sociale, ça existe pour montrer ce que c'est la sécurité sociale. Si on vous entend, on ne fait plus rien, parce que c'est pas dans la logique. Ce ne sont pas les objectifs. Alors, si on veut changer quelque chose aujourd'hui, ce soir, tous ensemble, c'est de faire quelques alternatives qui sont un peu plus porteuses d'espoir que ce que je viens d'entendre là. Parce que là, vraiment, il n'y a plus qu'à passer
la suite. Hein. On parle de Banque Centrale Européenne, mais l'argent que la Banque Centrale Européenne redonne aux banques, elle vient d'où? Il le prête, simplement. Il le prête, mais il le crée. C'est pas les États qui envoient l'argent à la Banque Centrale. C'est con parce qu'ils sont en train de cramer un peu Moi, j'aimerais apporter un petit bémol, un petit bémol réaliste par rapport enfin, c'est pas la proposition, par rapport au fait de proposer que l'État finance entièrement, ce que vous proposiez tout à l'heure par rapport aux hôpitaux, la santé et tout ça. Actuellement, il faut le savoir, avec toute la bonne volonté et toute la naïveté, dans des hôpitaux publics, il y a une privatisation rampante. Alors, je m'explique. Dans les grands hôpitaux, c'est-à-dire les CHU, les centres hospitaliers universitaires, là où il y a des professeurs qui sont à la fois enseignants et soignants, et en particulier en chirurgie, parce que c'est un des services les plus rentables, il y a donc ces médecins-là, ces chirurgiens-là, qui ont intrinsèquement l'envie de progresser, de proposer aux patients les meilleures solutions, surtout en orthopédie ou en chirurgie cardiaque, des choses bien spécifiques où il y a besoin de matériel. Et actuellement, il y a un très très grand laboratoire dont j'ai oublié le nom, une très grosse entreprise qui évidemment, donc ces chirurgiens-là n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire parce que le matériel passe par des appels d'offres au niveau du conseil de surveillance de l'hôpital. Il y a des priorités, tout. Enfin bon, voilà, le personnel des blocs ne suit pas parce qu'ils manquent. Et ils ne sont pas formés, ou ils sont en sous-nom, enfin bref, tel que c'est actuellement. Donc la faille est là, et cette grande entreprise de matériel chirurgical rentre en plein dedans et propose à ces chirurgiens du matériel en prêt pour exécuter ce qui est pour eux, ce qui est pour ces chirurgiens-là, un plus pour les patients. Et c'est la réalité, c'est un plus pour les patients. Sauf qu'ils n'ont pas de personnel. Eh bien, cette entreprise-là, elle propose le matériel, mais aussi le personnel formé aux nouvelles technologies. Donc, au bout d'un moment, le chirurgien, il est en conflit d'intérêts quelque part, même s'il se défend qu'il ne choisit pas ce fournisseur-là, il fait la comparaison entre différents fournisseurs et ainsi de suite, mais si c'est le seul à proposer et qu'en plus il propose le matériel clé en main avec le personnel adéquat, un personnel qui ne sera jamais absent, un personnel qui ne changera pas de bloc, un personnel qui est formé, obligatoirement il continue. Et c'est là que du coup il y a privatisation rampante. Donc cette entreprise-là se fait payer, mais un maximum, et elle investit, et le bouche à oreille, et ainsi de suite, et elle investit les grands hôpitaux français. Ça, c'est la première chose que je voulais dire.
La deuxième chose, j'ai lu récemment un livre, je crois que le titre c'est L'utopie réaliste. C'est écrit par un Hollandais, je crois, qui vit aux États-Unis et qui fait la compilation, ça s'appelle une méta-analyse, la compilation de toutes les études depuis, je pense, depuis 3 siècles, de ce qui a pu se passer au niveau social et les décisions qui ont été prises par des gens qui ne sont pas du tout des personnes favorables au social, qui sont des gens qui avaient l'intention de faire de l'argent. Et je donne 2 exemples. Aux États-Unis, donc récemment, je ne sais plus dans quel état, mais ils se sont rendus compte que payer des personnes le coût d'un SDF, en incluant le personnel, les assistantes sociales, la police pour réprimander les SDF qui se mettent n'importe où, sur les trottoirs, qui gênent tout le monde, les services de santé, enfin toutes les personnes, tous les professionnels qui gravitent autour d'un SDF, ils ont calculé ce coût-là et ils l'ont comparé avec leur donner à ces SDF un revenu minimum. Et ils se sont rendus compte que c'était 25%, ça coûtait à l'État 25 fois moins cher que de les prendre en charge. Donc ils l'ont fait. Ils l'ont fait sur une quinzaine de SDF pendant 3 ans et ils ont étendu le système. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le deuxième exemple, c'est à Londres, il n'y a pas très longtemps. Ils ont fait exactement le même constat et ils ont proposé à des SDF de leur donner un maximum de 3000 livres par an. Maximum 3000 livres. C'est-à-dire qu'ils avaient un référent, une personne qui délivrait l'argent, mais sans contrepartie, sans leur demander à quoi ça servait, sans leur demander de facture, rien. Ces personnes-là, au bout de 2 ans, elles ont utilisé en moyenne 800 livres. Et au bout de 2 ans, elles ont réussi à 80% à vivre, à retrouver un travail et une majorité d'entre elles à avoir un logement par elles-mêmes. Donc en effet c'est utopiste, mais c'est comment dire c'est une façon de contrer les personnes qui disent que c'est pas possible, et en fin de compte, c'est rentrer prendre le contre-pied le contre-pied en disant que financièrement c'est rentable de donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas, et ça coûte moins cher à tous les niveaux, parce que évidemment à long terme, même au niveau de la santé, on fait des économies, quoi. Donc le discours majoritaire, là qu'on entend, rien n'est possible, les gens c'est des assistés, ils n'ont qu'à traverser la rue, tout ça, il faut le contrer par des exemples. Et dans ce bouquin-là, il y a plein d'exemples qui datent même de 2 siècles, et ça explique le fonctionnement. Donc je vous incite à le lire, c'est pas inintéressant. Il n'est pas très bien écrit, mais enfin voilà. Oui, dans le prolongement du début de l'intervention de Valentine et aussi de Madame tout à l'heure, dire d'abord que la santé est évidemment pas une marchandise
Et je pense que si on peut gagner en crédibilité économique par rapport à nos propositions, à notre rêve d'un pays où tout le monde puisse être pris en charge étant personne âgée de manière tout à fait digne, humaine, ou soigné de manière tout à fait digne, humaine, avec une prise en charge avec suffisamment de personnel et un accès de tous aux soins, peut-être en ayant des propositions plus audacieuses, pas simplement sur le plan du financement, la cotisation sociale, le relèvement des cotisations sur les salaires, qui suppose déjà de s'attaquer au problème du chômage et de l'emploi précaire pour que l'argent arrive dans la sécurité sociale, mais aussi du point de vue de la socialisation, la nationalisation du système de santé lui-même. Parce que un des gros coûts du système de santé, c'est quand même la production des médicaments, la recherche, la commercialisation des médicaments, qui aujourd'hui est complètement privatisée. Si la recherche est en partie financée toujours par l'État, par le contribuable, via les universités, via les pôles de recherche publics, ensuite les profits, eux, sont complètement privatisés. J'ai un exemple, par exemple, sur Morlaix, on a une entreprise qui s'appelle Emarina, qui a été créée par un ancien du CNRS, qui fabrique de l'hémoglobine oxygénant des tissus organiques ou des greffons, par exemple des reins qui ont été greffés ou d'autres organes, de manière à pouvoir les conserver dans un transport avant de les transplanter. Donc ça fabrique de l'hémoglobine. C'est en voie de commercialisation, c'est pas encore commercialisé. C'est une entreprise qui a vécu quand même depuis une dizaine d'années, à la fois avec une mise de fonds privés, d'investisseurs privés, qui recherchent une rentabilité très forte ensuite, et aussi avec l'appui de la région, de Morlaix Communauté. Il y a eu aussi des millions d'argent public qui ont été mises dans cette entreprise, soit sous forme de prêt, soit sous forme de subvention. Si demain l'entreprise obtient ses droits pour commercialiser cette hémoglobine, elle va être capitalisée par milliards par des entreprises internationales, et le gain qu'elle peut produire en termes de santé publique, il sera peut-être présent, mais il coûtera très très cher à la sécurité sociale, et on peut imaginer qu'un certain nombre de peuples, de pays, ne pourront pas accéder à ces nouveaux procédés révolutionnaires pour transporter des greffons, pour faire des greffes de visage, des greffes de reins, des greffes de cœur. Donc il y a vraiment un problème de justice sociale, et je pense qu'il faut que le Parti communiste pose la question de la nationalisation du secteur du médicament, de manière à réduire les coûts pour la sécurité sociale, et de manière à concentrer l'effort aussi sur l'humain, sur les effectifs dans les hôpitaux, les effectifs dans les EHPAD, sur la prise en charge humaine des patients. Et c'est le cas aussi. C'est le cas aussi pour la concurrence entre les cliniques et l'hôpital. Aujourd'hui, les cliniques ont tendance à s'accaparer un certain nombre d'actes de santé qui sont rentables, et à laisser aux hôpitaux les actes de santé les moins rentables, ce qui met les hôpitaux en difficulté financière pour équilibrer leurs comptes, et tout ça se fait avec la complicité de médecins qui sont payés rubis sur l'ongle, qui souvent travaillent à la fois avec des cliniques et des hôpitaux, et qui pourtant bénéficient d'un système de santé qui est complètement socialisé, puisque leur revenu est garanti par la sécurité sociale. Donc je pense que si on veut garantir l'avenir du système de santé, il faut le reprendre jusqu'à la racine,
en le socialisant jusqu'au bout et en s'attaquant à ces niches à profit qui sont dans le système de santé, aussi bien au niveau des laboratoires pharmaceutiques que des cliniques, que des médecins qui jouent souvent double jeu. Bonsoir. Je ne veux pas contredire monsieur, mais ce n'est pas de l'hémoglobine. C'est quelque chose de proche, parce qu'on pourrait penser du coup qu'il y en a besoin dans le sang, mais c'est quelque chose qui est très précieux pour conserver les greffons, mais qui n'est pas de l'hémoglobine. C'est... Sur la question de fond des personnes âgées, c'est une question qui remonte, c'est une question de fond. En 81, malgré la situation politique où la gauche, notamment avec des ministres communistes, est arrivée au pouvoir, il y a le personnage qui a été tout au long, y compris le conseiller, le producteur, le lanceur de Macron, Jacques Attali, qui disait, parce que c'est une question de fond auquel il faut mener le combat politique, il disait, à partir de 60-65 ans, l'homme ne produit plus. Ça veut dire que, eh bien, on voit bien, dans la période déjà de 81, il était visionnaire sur la démarche d'éliminer petit à petit, disons, le soutien avec la sécurité sociale, notamment à 100%. Il y a une question peut-être qu'il nous faut porter, concernant les EHPAD notamment. Je crois que c'est une question qui a été portée par le Parti communiste, qui est un peu, qui n'est pas mis, je pense, au niveau qu'il faudrait. C'est que, comme la naissance, à 100%, les remboursements pour la naissance, eh bien, les moins de 10% de personnes qui ont un accident de la vie, qui sont amenées pour un tas de raisons en EHPAD, eh bien, devraient être pris en charge à 100%. C'est une grande question de fond, et c'est une question d'humanité. Souvent, c'est les personnes qui ont le plus donné, qui ont travaillé dans des conditions les plus terribles dans tous les métiers difficiles, dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans tous les secteurs, et c'est celles auxquelles on demande le plus, en fin de compte, qui revient à la question de Jacques Attali, puisqu'ils ont produit pendant 40 ans, ils ont commencé jeunes, et en plus, c'est la double peine. C'est la peine auquel ils ont créé les richesses de la France, et en plus, on va taxer leurs familles, leurs enfants, souvent. J'avais une réunion il y a 10 jours, avec mes amis syndiqués de Sambre-Meuse, je dis Sambre-Meuse, Manoir, où un camarade de Plédran me disait, bien, pour ma mère qui était en EHPAD, bien, il était effondré, c'est dommage qu'il n'y ait pas venu, il aurait dit, j'ai failli vendre ma maison, alors que sa mère avait un petit bien, mais il était en situation à la limite pour que sa mère soit en EHPAD. Donc c'est insupportable. Il nous faut porter haut et fort le discours, ça suffit. Il y a de l'argent en France, d'autant que, je termine là-dessus pour ne pas dépasser les 5 minutes, d'autant qu'en France, depuis une 50aine d'années, la création de richesses a été multipliée par l'apport du travail des femmes. Parce qu'il y a 50 ans, les femmes étaient une grande partie au foyer. Et aujourd'hui, bien, une grande majorité de femmes viennent s'additionner à la création de richesses des hommes. Et au travers de ça, il ne faut pas se laisser avoir par rapport à la bataille idéologique du patronat, du MEDEF, qui de tout temps n'ont pas digéré ce qui a été mis en place à la libération par Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, il a vécu la même chose pour ses parents en Savoie, et la création, ça a amené
de créer cette sécurité sociale qu'il faut défendre bec et ongle. Voilà ce que je veux dire. Bon, je voudrais répondre un petit peu à monsieur. Alors moi, je me situe pas sur un terrain, on va dire, politique. Hein, je ne suis pas du tout membre du parti. Bon, j'essaie d'être citoyen. J'ai une certaine conception de la place de l'homme dans la société, bien évidemment, c'est pour ça que je suis là. Alors, je suis totalement d'accord avec votre analyse. Je vois que vous êtes quand même spécialiste du monde médical, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis un généraliste. Par contre, ce qui est important de se poser comme question, c'est compte tenu de ce qu'on fait depuis une heure et demie, qui est le constat, qu'est-ce que l'on peut trouver comme solution? Alors, vous avez évoqué la question, et là, je pense que vous serez suivi, on va dire, par la fibre du Parti communiste, qui est de nationaliser. Bon, ok, pourquoi pas. Je ne suis pas forcément un fervent, je suis là aussi pour apporter un petit peu la contradiction. Je ne suis pas forcément contre. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais il se pose à un moment donné, dans notre débat, la question du rapport entre le privé et le public. Et je pense qu'il ne faut pas que nous tombions dans un débat forcément contre le privé. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que je me considère comme un libéral, mais anti-ultra-libéral. Ce que je m'explique, c'est que le système capitaliste a fonctionné plus ou moins bien, je vous l'accorde, je suis entièrement d'accord avec vous, jusqu'aux années 80-90. Depuis les années 92, je dirais, c'est une catastrophe et nous sommes tombés dans l'ultralibéralisme. Et je tiens à ce que l'on fasse une différence entre le capitalisme et l'ultralibéralisme. La différence, c'est que l'ultralibéralisme est complètement débridé et n'a plus les garde-fous qu'avait jusque-là l'économie libérale. Ce que je veux dire par là, c'est que, à mon sens, dans ma vision politique, c'est que le politique est là en tant que contre-pouvoir à l'économie. C'est-à-dire que les investisseurs ont leurs objectifs, ok, c'est leur affaire, ils prennent leurs risques. Je pense qu'il ne faut pas être contre le business, mais par contre, le rôle du politique avec un grand P est de cadrer et de cadrer au sens propre les dérives que pourrait avoir le capitalisme. Et on le voit actuellement, il n'y a plus de cadre, et donc on aboutit à n'importe quoi. Je reprends sur la question de savoir, alors on peut privatiser, ok, bien que bon, juridiquement c'est pas forcément faisable, mais par contre je voudrais reprendre l'exemple de cette société des environs donc de Morlaix, que je ne connais pas. Et là, je pense que la société française devrait intervenir. C'est-à-dire que je me pose la question, actuellement, on nous répond partout, l'hôpital, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus d'argent. Ok. Il n'y a plus d'argent parce qu'on a des critères des 3%, on a des critères d'endettement, donc du coup on est coincé. Bon, je ne vais pas ouvrir ici le débat sur où va l'argent, c'est une très très grande question, beaucoup trop longue, je ne viens pas. Par contre, je me dis, et personne ne l'évoque cette question-là, le système de santé français brasse des millions, voire des milliards, et brasse beaucoup de personnes gravitent autour. Je pense qu'il serait quand même intéressant, à un moment donné, que l'on ait un audit de tous ces fonctionnements. Parce que, je suis désolé, que l'on prenne la CAF, la sécurité sociale, les hôpitaux, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, officiellement, y travaillent, tout au moins ils sont salariés, et on pourrait peut-être se demander aussi ce qu'elles y font. Je pense plutôt au multiniveau qui peut-être ne se justifie pas forcément. Donc je pense qu'un audit pourrait être très intéressant. Je ne suis pas spécialiste du monde médical, hein, mais on a affaire à beaucoup de personnes. Est-ce que tous les directeurs qui sont là sont utiles? Voilà. Je vais prendre l'exemple que j'ai entendu par la presse, qui est l'hôpital du CHU de Saint-Brieuc. J'ai entendu dire que des administrateurs,
les administratifs, les administrateurs, ont décidé de l'agrandissement de l'hôpital sans en parler au monde médical. C'est une abomination. Mais il y a quand même bien des gens qui ont pris des décisions sans savoir de quoi ils parlent. Je prends le cas également de l'hôpital, je ne sais plus si c'est sur Lannion, qui ont souscrit à des emprunts toxiques. Soit c'est un manque de compétences, soit, on va dire, je ne vais pas employer le terme qui fâche, vous voyez tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, ce ne sont pas des personnes compétentes. Parce que lorsqu'on est compétent, on tient les finances d'un établissement public, on ne s'amuse pas à souscrire des emprunts toxiques. Voilà. Et je terminerai par un dernier aspect. Est-ce que l'on ne pourrait pas créer une structure, développer une structure qui existe, qui est le FSI, le Fonds souverain français, qui représente l'intérêt de tous les Français, et ce fonds souverain, donc, prend des parts dans les structures qui sont porteuses. Par exemple, une société, comment on appelle ça déjà, ces sociétés biomédicales, comment on appelle ça, les sociétés innovantes? Oui, une start-up, mais dans le monde médical, ça a une je ne me rappelle plus du terme. Une biotech, voilà. Est-ce que le FSI ne pourrait pas participer au développement de cette structure? Parce que ce qui va se passer, si ce n'est pas le cas, cette petite société, ce que je lui souhaite, va grandir et leurs administrateurs, les gestionnaires vont avoir des propositions très intéressantes de la part de très grands laboratoires qui vont racheter. Ils vont payer quelques millions et du coup ça va être entre les mains de très grosses multinationales. Et le but du jeu, c'est que ça ne passe surtout pas aux multinationales. Alors que si ça passait au FSI ou à d'autres fonds qui seraient créés, ça serait dans l'intérêt, on aurait le capitalisme, ok, mais on aurait l'intérêt des Français. Parce que c'est les Français qui toucheraient les bénéfices de ces sociétés. Je pense qu'il y a une voie à ouvrir entre la privatisation à outrance et la nationalisation. Merci. S'il n'y a plus d'intervention, on va peut-être finir ensemble par une autre piste à soulever. Oui, le débat me donne envie d'intervenir sur 2 points. Bon, alors en préalable, tout à fait d'accord avec l'idée d'une prise en charge par la sécurité sociale de la dépendance, du grand âge, etc. Je pense que ça fait partie des revendications qui, je ne veux pas outrepasser mes prérogatives ici, mais qui devraient pouvoir figurer dans les cahiers de doléances qui seront remis conjointement à une augmentation des pensions, bien sûr. Ça fait partie aussi du problème et ça devrait faire partie de la solution. Alors, sur la question publique-privée, il y a eu beaucoup d'interventions qui ont mis en évidence des aspects différents et convergents du processus de privatisation du système de santé qui est en cours, qui est un scandale, qui produit des ravages sociaux, sanitaires épouvantables et qu'il faut absolument combattre. Et il faut le combattre dans le système de santé, il faut le combattre dans l'industrie pharmaceutique, et je dirais que la réunion d'aujourd'hui, dans mon esprit, fait partie d'une certaine façon de ce combat, surtout si on le développe ensuite par d'autres initiatives. Je pense, moi, personnellement, enfin pas moi, la conviction qui fait que je milite aujourd'hui pour une transformation profonde de la société, c'est qu'on ne peut pas cadrer le capitalisme. Alors on a pu le cadrer au XXe siècle, à une époque où il était moins développé qu'aujourd'hui, où il n'était pas en crise. Donc ça a fait la fortune, par exemple, des gouvernements sociodémocrates en Europe, en Suède, en Allemagne, des épisodes en France un peu. Mais justement, aujourd'hui, il est en crise. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui pouvaient se permettre dans les années 50, dans les années 60, qui ne peut plus se permettre. Parce qu'il n'y a plus d'argent pour ça. Et donc, il a réorganisé la société pour que tout aille au profit. Et la privatisation du système de santé, c'est nos impôts, nos cotisations sociales qui viennent engraisser les multinationales de la médecine, de la santé, du médicament, etc. C'est ça ce processus qui est en... C'est-à-dire que le capitalisme aujourd'hui se nourrit de fonds publics. Et alors, il faut des nationalisations. Nous proposons la création, par exemple, d'un pôle public du médicament, mais on sait bien qu'il ne suffit pas de nationaliser. Il y a eu beaucoup de nationalisations en 81, c'est terminé par la catastrophe et le retour de... Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que l'ultralibéralisme a été fermé sur la France, après l'échec de l'expérience de 81. Donc il faut aller plus loin. Il ne faut pas seulement donner le pouvoir à l'État, il faut que ce soit
citoyens, les travailleurs qui le prennent. Et là, il y a des choses qu'on peut faire pour donner des pouvoirs aux salariés dans l'entreprise, par exemple, pour imposer des plans, des choix industriels et imposer leur financement par les banques. Et alors, nous disposons, en effet, ça a été dit, et c'est très important, je tiens à y revenir, parce que c'est fondamental, nous disposons en France d'une expérience, c'est probablement ce qui est allé le plus loin dans notre pays, pour s'opposer au processus de privatisation et de mainmise du capital sur le système de santé, c'est la sécurité sociale mise en place par Ambroise Croizat. Parce qu'elle est fondée en effet sur la cotisation. La cotisation, c'est pas un impôt, c'est pas l'État. Et d'ailleurs, au départ, ce sont bien les salariés qui gèrent les caisses de sécurité sociale. Et ça a été ensuite remis en cause, les ordonnances 67, etc. Mais c'est révolutionnaire, la cotisation sociale, parce que c'est une part de la richesse créée par les travailleurs, une part de la valeur ajoutée, qui ne va pas au profit, qui va à la collectivité, et qui est utilisée pour financer l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'assurance vieillesse, etc. Et qui est donc qui va aux travailleurs, mais pas sous forme de salaire, et n'est pas versée sous le principe capitaliste, je te donne de l'argent parce que tu travailles pour moi. Elle est versée à tout citoyen en fonction du principe communiste de chacun ses capacités, à chacun ses besoins. C'est révolutionnaire. Les réformes de 1946 avaient un authentique caractère révolutionnaire et elles conservent encore aujourd'hui ce potentiel. C'est pour ça qu'elles sont aussi violemment attaquées. D'ailleurs, quand Macron prépare sa réforme des retraites, c'est aussi pour s'attaquer à ça. Et donc, c'est donc... et alors, aujourd'hui, il se trouve qu'encore à la fin des années 50, la sécurité sociale était financée à 75% par les cotisations. Aujourd'hui, c'est 60% seulement. Et en particulier, une des raisons de cette différence, c'est l'émergence de quelque chose. Il y a eu toutes les exonérations qui ont été évoquées, puis il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais qui est très important, c'est la CSG, qui n'est pas une cotisation, qui est un impôt, qui n'est pas payé par les patrons. Il est prélevé sur la feuille de paye des salariés, éventuellement des autres revenus, mais c'est 90% des salariés qui payent. C'est-à-dire qu'on fait payer notre sécurité sociale par nous. Alors qu'avec la cotisation, ce sont les capitalistes qui payent. Donc, toute cette politique qui consiste, et qui a encore été renforcée par Macron par les dernières mesures qu'il a prises l'année dernière, c'est une politique qui s'attaque violemment à tout ce qui est social et progressiste et révolutionnaire dans notre système de santé. Donc c'est à combattre absolument, de même qu'il faudra combattre, parce qu'on a fait un grand pas dans ce sens avec la mensualisation de l'impôt sur le revenu, il faudra combattre la fusion de la CSG avec l'impôt sur le revenu, parce que ça c'est la voie ouverte pour liquider encore davantage la sécurité sociale. Donc on est bien, je pense, d'accord là-dessus, je crois qu'il y a une bataille qui est en cours là-dessus. Je voudrais ajouter aussi une chose, et ça sera mon dernier point, c'est que le financement de la sécurité sociale par la cotisation, ça n'est pas du tout contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité d'emprunter de l'argent pour investir. D'ailleurs, les grands progrès techniques, la construction de nombreux hôpitaux, etc., qui ont été réalisés pendant les 30 glorieuses des années 50-60, tout ça, ça s'est fait à crédit. C'est-à-dire que l'État a emprunté l'argent nécessaire pour faire ça. Toute l'histoire de la 4ème République, c'est l'histoire de la dette publique, et des démêlés pour arriver à la payer. Mais à l'époque, c'était plus. Jusqu'en 1980, on arrive. Ça ne pose pas trop de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de sécurité sociale bien organisé avec un système de cotisation qui rentre dans les caisses de l'État, et parce que le système capitaliste n'est pas en crise comme il l'est aujourd'hui. La croissance est forte, les revenus augmentent, les salaires augmentent, et donc on peut facilement prélever une partie de cette richesse pour financer la sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on stagne, parce qu'on ne crée pas cette richesse. Et les expériences qui ont été citées, sortir les chômeurs de longue durée de l'indigence, les SDF, etc., c'est très intéressant. Quand on a effectivement 15 chômeurs ou 15 SDF, on leur donne 3 millions, enfin, parce qu'au bout d'un moment, ils trouvent un emploi, probablement, et ils arrivent à subvenir à leurs propres besoins. Mais quand on a 3 millions de chômeurs officiellement recensés, et beaucoup plus en réalité, des millions de gens, c'est pas évident de les prendre un par un et de les sortir. C'est un problème de système. Et donc, la bataille fondamentale pour le financement, en particulier des services publics, et en particulier de protection sociale, c'est la bataille pour créer des richesses. Aujourd'hui, il y a 10% au moins de la population active qui n'a pas la possibilité de faire bénéficier de la société de sa capacité de créativité, de compétences,
de capacité à créer des richesses, parce qu'ils sont au chômage, on les empêche de travailler. Et il y en a encore au moins autant qu'on empêche de bien travailler parce qu'ils ont des emplois précaires. Et il y en a encore aussi plein dans la fonction publique en particulier, qu'on empêche de travailler correctement parce que, il y a un autre point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, ceux qui bureaucratisent les services publics, la sécurité sociale et tout ça, c'est précisément ces tentatives de privatisation et de gestion des services publics comme une entreprise. Ce qui fait que les cadres aujourd'hui passent leur temps à remplir des tableaux Excel et à faire des comptes rendus au lieu de faire leur métier qui est de faire fonctionner l'hôpital. Donc c'est ça qui crée des dysfonctionnements. Et donc, un objectif fondamental, c'est de permettre à tous ces gens-là qui ne peuvent pas travailler ou qui ne peuvent pas bien travailler, de le faire. Si, imaginons, c'est 10% de la population active, si elle pouvait travailler efficacement, avec une bonne formation, sans jamais passer par la classe chômage, ça ferait 10% de richesse en plus. Et 10% de richesse en plus, ça fait 230 milliards d'euros chaque année. 10% du PIB. Et quand on augmente le PIB de 230 milliards, on augmente au moins les recettes publiques, les impôts, les cotisations sociales de 100 milliards. On peut faire des choses avec 100 milliards de plus chaque année. Je vous laisse imaginer, vous avez, je pense tout de suite à l'idée, le genre de choses qu'on pourrait faire avec des ressources supplémentaires. Donc il y a cette logique sociale et économique du grand projet consistant à cette entreprise historique, qui évidemment ne sera pas du jour au lendemain, mais qui est d'éradication du chômage, de dépassement du marché du travail. Cette nouvelle liberté qui ferait qu'un individu dans la société, de sa naissance à sa mort, ne serait pas mesuré en fonction de ce que peut rapporter sa force de travail à un employeur, mais on prendrait en compte la dignité de chaque personne et sa capacité à contribuer au bien-être collectif. Ça, c'est une révolution. Je trouve c'est un aspect fondamental de ce que nous souhaitons comme révolution. C'est le sens d'un des piliers des propositions du Parti communiste, qui était réaffirmé comme tel dans son dernier congrès d'ailleurs, qui est la construction d'une sécurité d'emploi et de formation pour tous, pour faire que progressivement on fasse, on organise la société d'une façon qui dispense chacun de jamais passer par la classe chômage, d'avoir une continuité de revenus et une alternance d'emploi et de formation toute sa vie depuis la sortie du système scolaire jusqu'à la fin de la vie. Avec des bons revenus et une reconnaissance des qualifications. Ça, c'est un des piliers, avec l'autre pilier dont il a été question aussi, qui est la prise de contrôle, la prise de pouvoir sur les moyens de production d'échange, c'est-à-dire la conquête des pouvoirs sur les décisions qui portent sur à quoi va-t-on utiliser l'argent des entreprises, à quoi va-t-on utiliser l'argent des banques, à quoi va-t-on utiliser l'argent public. Donc, on finit sur des choses un peu abstraites. Je pense qu'elles se traduisent tous les jours dans des luttes pour imposer le maintien d'un service dans un hôpital, pour obtenir l'embauche des personnels nécessaires, et on va les obtenir, on va obtenir des embauches dans les EHPAD. La situation est tellement dégradée que Macron va lâcher quelques milliards d'euros pour le faire. Mais ça va être une étape, il faudra que l'appétit vienne en mangeant. On va gagner ça, mais il faut qu'on ait conscience que quand on aura gagné ça, on n'aura pas résolu le problème, il faudra aller plus loin. Demander des choses qui touchent encore plus profondément à la marge du système. Et je pense que ça, on peut y arriver. Donc j'aimerais... alors je termine juste sur un point, puisque ça a été évoqué, la Banque Centrale Européenne. Évidemment, elle n'a pas du tout, l'euro n'a pas été du tout conçu pour développer les services publics, bien au contraire. Ça fait partie de la révolution néolibérale qui a déferlé des États-Unis au début des années 80 en Europe. Donc il faut absolument changer cette construction, radicalement, il faut tout à fait autre chose. Comment on va faire? Il faut d'autres traités, puisqu'on est aujourd'hui défini par le traité de Lisbonne, qui est supprimé au traité de Maastricht, au traité de Rome, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer? On convoque 27 gouvernements pour négocier un nouveau traité? Ça va prendre un certain temps. Regarde, on n'arrive même pas à négocier le Brexit avec les Anglais, qui veulent s'en aller. Alors nous, on ne veut pas s'en aller, on veut faire autre chose. C'est encore pire, encore plus difficile. Et une fois, supposons même qu'on ait réussi à adopter des nouveaux traités, ensuite il faut les faire ratifier dans 27 États, ou 28. Bon, on sait bien ce que ça veut dire. Donc si on prend le problème par ce bout-là, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Mais il y a un autre bout par lequel on peut prendre le problème. C'est que ici, dans les hôpitaux, à Saint-Brieuc, ailleurs, dans les EHPAD, il y a des projets, il y a de l'argent dont on a besoin.
Il y a des luttes qu'on peut mener pour exiger, comme à l'hôpital de Saint-Brieuc, il y a eu une lutte qui a défrayé la chronique, pour exiger d'autres choix et d'autres moyens pour les réaliser. Et à partir de ces projets, en particulier concernant les services publics, on peut se tourner vers les pouvoirs publics, vers l'État, en disant « tu dois financer ça ». Et on sait très bien que pour financer ça, tu dois emprunter. On peut se tourner vers les banques pour dire « tu dois prêter pour financer ça ». Tu as le pouvoir de créer de la monnaie, il faut créer pour ça. On peut se tourner vers la Caisse des dépôts, vers la Banque européenne d'investissement en disant « financez ces projets-là ». Et la Banque européenne des investissements va nous répondre « ah, je voudrais bien, d'ailleurs je le fais dans certains cas, mais je suis coincé parce que je suis obligé d'emprunter, je n'emprunte que sur les marchés financiers ». Et puis on lui dira « emprunte à la Banque centrale européenne ». D'ailleurs elle est d'accord, elle l'a dit. En mai 2009, en pleine crise, la BCE a dit « si la Banque européenne d'investissement veut m'emprunter de l'argent, je lui prêterai. Et ça sera de l'argent à 0%. » Donc, mais ça c'est une bataille, parce qu'évidemment, si on leur demande gentiment, ils ne le feront pas. Donc il faut monter des rapports de force, et je sais qu'il y a des syndicalistes dans la salle qui savent ce que ça veut dire de monter un rapport de force. Mais nous avons les moyens de le faire, et ce grand débat de Macron qu'il essaie de lancer pour nous piéger, pour nous endormir, pour faire croire que les seules solutions à la crise de la société française, ce sont celles qu'il propose, eh bien nous avons la possibilité de mobiliser nos concitoyens sur les ronds-points et ailleurs, avec d'autres solutions. Je pense que c'est bien ça le rôle que nous essayons modestement de jouer au Parti communiste, et je pense que c'est aussi l'utilité d'une réunion comme celle de ce soir. Bien, merci d'abord à Denis pour les réponses qu'il nous propose, et à vous tous qui êtes là aussi. J'aimerais bien quand même qu'on puisse, parce qu'il faut qu'on remonte un petit peu vos opinions, vos propositions. Prenez le temps, 1 ou 2 minutes, pour écrire le cri du cœur, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et on les remontera aussi. Donc prenez un tout petit peu de temps avant de partir, s'il vous plaît. Et merci à tout le monde.